Très encombrées mais moins perturbées que prévu les routes de France. Il y avait tout de même à la mi-journée plus de 600 km de bouchons. Les difficultés ont été plus importantes sur l'autoroute A10 qu'en Vallée du Rhône. Au Liban, alors que les bombardements continuent provoquant un afflux de blessés, notamment à Tyr, la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice est arrivée à Jérusalem pour tenter d'obtenir des Israéliens une trêve ou peut-être un cessez-le-feu. 15 000 scouts et guides de France rassemblés dans le château de Jambeville dans les Yvelines pour un immense jamboree national. 2 Français sur le podium au championnat d'Europe de natation pour une épreuve peu connue, les 25 km en eau libre qui se sont déroulés sur le lac Balaton en Hongrie. Madame, monsieur, bonsoir. Ils étaient prévenus, alors ils ont pris leur mal en patience. Les automobilistes se sont rués sur les routes dès cette nuit. On a enregistré plus de 620 km de bouchons sur tout le territoire à la mi-journée, avec toujours beaucoup de monde en Vallée du Rhône, mais aussi cette année tout le long de la A10 à la hauteur de Poitiers, Bordeaux ou Bayonne. Mais le plus dur est maintenant passé. Benoît Bringer et Emmanuel Lambert. Lentement, mais sûrement, ils se rapprochent de leur lieu de vacances. C'est dans le sens des départs que les perturbations ont été les plus importantes. Sur l'autoroute A10 à proximité de Poitiers par exemple. Sous le soleil exactement, des kilomètres de bouchons, le plus souvent traversés dans la bonne humeur. Ah, c'est rien, c'est des vacances, on a autant. On a l'eau, lecteur DivX portable, poste MP3, on est bien. Les premiers bouchons, les vacanciers les ont affrontés très tôt. Peu après 2 heures du matin, des gens en région parisienne ont roulé pare-choc contre pare-choc. Dans la région de Bordeaux, les ralentissements sont apparus vers 5 heures du matin. Les automobilistes préfèrent désormais partir plus tôt ou plus tard. Résultat, la journée a été globalement moins noire que prévu. À l'approche de Marseille, par exemple, des vacanciers se demandent où sont passés les embouteillages. Je trouvais que bon, ça ralentissait, mais on n'a pas eu de bouchons jusqu'à maintenant. Pas de bouchons. Sur le bord de la route, certains le regrettent presque. Vous espérez un embouteillage? Disons pour la sécurité, c'est vrai que quand ça roule pas, les gens sont tranquilles et à faible allure, c'est moins risqué. Des petits tracas sur les routes tout de même, comme ici à côté de Castelnaudary. Oui Arnaud, il me faut un dépannage pour la caravane au portail 244. Une roue crevée, un incident qui peut créer de grosses difficultés sans l'intervention des hommes en jaune. Image plus spectaculaire, mais toujours sans gravité. Sur la rocade de Toulouse, une voiture a pris feu. Aucune victime. La circulation fluide a permis aux pompiers d'intervenir rapidement. Et sur les aires d'autoroute, il y avait ceux qui partent et ceux qui revenaient, avec pour les uns des souvenirs plein la tête et pour les autres des projets plein les besaces. À Montélimar, reportage Stéphanie Labrousse et Jean-Claude Martin. On les croirait en vacances à savourer une fine pluie d'été. Les voici pourtant sur l'aire de Montélimar, prêts à se requinquer en douceur. La route n'est pas finie dans un sens comme dans l'autre. C'est l'après-vacances, dirons-nous, pour s'habituer entre la fraîcheur des montagnes et la chaleur de Marseille. Mais avant d'arriver à destination, il a fallu affronter une journée noire dans le sens des départs, orange pour les retours. Vers le sud, bouchons et ralentissements étaient au programme. 110 km de difficultés cumulées ce matin en Rhône-Alpes. 3h10 pour rallier Vienne à Orange au lieu d'une petite heure et demie. Épuisant. On n'a pas eu le choix, les bouchons, on les a subis même en partant depuis hier. On a pris l'itinéraire bis, on a eu les bouchons, l'autoroute c'est les bouchons, alors là on se pose et puis on attendra que ça se calme un peu, ouais, tranquille maintenant, c'est les vacances. Hein. Sur cette aire d'autoroute, au moins 55 000 véhicules ont transité dans les 2 sens. Pour les partants, repos régulier et des envies plein la tête. La plage, les balades un petit peu, mais pas trop prendre la voiture. Loin des bouchons? Oui, très loin des bouchons. Côté retour, par contre, bonne mine mais sourire discret. Petite consolation tout de même, les juilletistes ont eu moins de bouchons à gérer que les Haussiens. Il faut à présent garder le moral au beau fixe. Il faut tout remballer et tout, c'est triste quoi. Vivement l'année prochaine. Ouais. Petit coup de cafard là. Elle va pleurer, c'est pour ça. Non. Je me suis baignée beaucoup de fois à la mer et à la piscine. Le camping était génial, je me suis amusée avec des amis. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un peu dommage que je rentre. En fin d'après-midi, les dernières difficultés se résorbaient, mais le week-end prochain s'annonce encore chargé en direction du sud et des plages. Exercice de montage, démontage, remontage aussi dans les campings, où même si les mobil-homes connaissent de plus en plus de succès, il reste les inconditionnels du piquet, de la toile de tente et de la caravane. Reportage au Pilat, près d'Arcachon, David Bazier et Sébastien Ondelat. Tout contre la dune du Pilat, d'abord, il y a ceux qui partent, détendus par les vacances,
chargement de la voiture sans stress. Le sac de plage devant. Oui, on a l'habitude de monter, démonter. Ensuite, il y a ceux qui arrivent. Comment ça va, monsieur? C'est catastrophique. On est parti à 2h du matin de Saint-Etienne, on n'arrive que maintenant. Et puis, insolite, ceux qui s'en vont, mais 300 mètres plus loin. Changer d'emplacement dans le camping? Oui. Ouais. Pourquoi? On est sur une place qui est réservée à partir d'aujourd'hui, alors. Vous partez à quelle heure? Tâche difficile donc pour l'administration du camping que de gérer juilletistes détendus et haussiens plus stressés. Ils ont attendu leurs vacances plus longtemps, alors ils sont pressés d'arriver et ils sont beaucoup exigeants. La preuve, nos juilletistes payent avec le sourire. Ça s'est bien passé? Très bien joué, c'est la première fois. Nos haussiens, eux, tout juste arrivés, sont en plein effort. C'est la galère, hein, En vain, c'est l'ensablement. Bienvenue au camping de la Forêt. Mais pas de panique, du côté de la direction, le sable, tous les vacanciers finissent par adorer. Je crois que 2006 sera du même acabit, voire supérieur que l'année 2005 qui avait été ici extrêmement satisfaisante. Et tout finit par s'arranger. Très bien. On a fait installer. Je pense qu'à l'apéro, je suis en vacances, c'est l'apéro. Hein. C'est fini. À l'année prochaine. Au revoir les juilletistes. Quant au monsieur obligé de changer d'emplacement... Ouais, ça va, il y a les arbres. Ça va. Sympathique. On aime bien la vue sur la dune. Dommage qu'ils partent demain, mais faire et défaire, c'est ça le camping. Alternative originale et économique à la location de vacances, garder une maison et s'occuper des animaux pendant que les propriétaires, eux, sont partis. Plusieurs associations permettent à des centaines de retraités de prendre ainsi des vacances et de profiter de tous les avantages d'une jolie maison dans une région qu'ils découvrent. Florence Bouquilla et Samuel Humez. La route n'a pas été trop mauvaise. Bonjour Roger, bonjour Denise, on se fait la bise. C'est la première fois que Denise et Roger rencontrent les habitants de cette villa dans l'Aude. Ils habitent près d'Orléans et viennent garder cette maison durant les vacances de ses propriétaires. Un échange de services par l'intermédiaire d'une association qui leur offre ainsi un séjour dans la région de leur choix. Les retraités assurent la tranquillité des lieux et quelques menus travaux. Arroser le jardin. Oui, on a fait des tomates. Les tomates en soir. Oui. Et donc, évidemment, vous en profiterez. Hein. À Roger, les conseils pour le jardin. À Denise, les recommandations pour les appareils ménagers. Pour la maîtresse de maison, le plus important, c'est le bien-être de ses animaux domestiques, 2 chiens et 4 chats. J'ai un petit truc à moi pour les rassembler le soir. Je tape dans les mains, moi je fais comme ça, hop, tout le monde rapplique. Les propriétaires s'en vont rassurés. Ils ont déjà expérimenté ce système de garde. Pour une semaine de tranquillité, les propriétaires paient 135 € à l'association. Libre, comme chez eux. Roger et sa femme s'organisent. Alors ça va l'arrosage, oui? Pour Denise, qui a élevé 4 enfants et 10 petits-enfants, les vacances, c'est avant tout le repos. Prendre mon bouquin, faire mes mots croisés, je vais tricoter. Voilà. Et ça c'est un plaisir pour moi de rester seule, de voir personne, de couper court à tout le monde, quoi. À quelques kilomètres de leur villégiature, les châteaux cathares. Au lendemain de leur arrivée, avant que la chaleur ne se fasse accablante, Roger et Denise découvrent la région à leur rythme. Et ce mois de juillet a été un succès en termes de fréquentation dans la plupart des lieux de vacances. Beaucoup de vacanciers ont en effet choisi de rester en France, mais certains professionnels les ont trouvés bien économes, notamment les restaurateurs, qui pensent avoir été victimes de la canicule. Reportage dans le Pays Basque, à Anglette, Julien Beaumont et Nathalie Gallet. Bondé comme un mois d'août, et pourtant nous ne sommes qu'en juillet. 3 semaines que la plage d'Anglette, les jours de beau temps ne désemplit pas. 20 000 touristes, une influence qui profite à tous les hébergeurs. Du camping aux 4 étoiles, exemple dans ce centre de vacances qui propose 800 lits. Ça a donné quoi ce mois de juillet pour vous? Écoutez, il est excellent, tout simplement excellent, avec un remplissage sur 3 semaines à 100%, donc on ne peut pas mieux faire. La tendance cette année, ce sont des vacances en France. Durée moyenne du séjour, un peu plus d'1 semaine. La nouveauté, c'est que les touristes se sont bien répartis sur tout le mois de juillet. La fréquentation a été lisse sur tout le mois.
C'est-à-dire que la première quinzaine a même parfois été meilleure que la deuxième. Et ça, c'est très difficile à expliquer, parce qu'on attendait le contraire, avec en particulier un effet Coupe du Monde qui paraissait évident à tout le monde, et que pour autant on n'a pas véritablement ressenti. Un bémol toutefois du côté des restaurateurs. Belle terrasse et canicule, un mauvais cocktail pour les affaires. Dans cet établissement, 40 couverts le midi en moyenne, c'est 4 fois moins que le soir. Un bon mois dans l'ensemble quand même, malgré les petits midis par rapport aux années passées. Pourquoi ces petits midis? Je pense par rapport à la chaleur. Les gens veulent pas spécialement passer du temps à table. Seule consolation, le mois d'août, la quasi-totalité des hôtels du secteur affiche complet pour les 3 prochaines semaines. Un scandale qui concerne plus d'une dizaine de constructeurs automobiles. La filiale allemande de l'équipementier français Faurecia, qui fabrique des portes et des sièges de voitures entre autres, aurait versé des pots de vin pour obtenir des commandes chez certains constructeurs automobiles. Le PDG de la société, Pierre Lévy, a reconnu les faits. Explication, Laurent Hirsch. C'est le plus gros scandale de corruption de l'histoire automobile allemande. Au cœur de la tourmente, un Français, l'équipementier Faurecia. Cette filiale de Peugeot aurait corrompu les cadres des constructeurs allemands en échange de juteux contrats de sous-traitance. Argent, cadeaux, voyages, rien n'était trop beau pour placer ses sièges et ses portes sur les voitures des grandes marques allemandes. Depuis 5 ans, Faurecia aurait dépensé plusieurs millions d'euros en pots de vin. Son très discret patron, le Français Pierre Lévy, a même reconnu par écrit être au courant de ces pratiques. Il est poursuivi par la justice allemande. Un scandale qui, jour après jour, prend de l'ampleur. Nous ne sommes pas loin de penser qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais que le versement de pots de vin gangrène largement l'industrie automobile allemande. Dans le collimateur des juges, 10 autres fournisseurs. Tous auraient été très généreux envers des dirigeants de BMW, Audi ou encore Volkswagen. Cette marque allemande a d'ailleurs annoncé ne plus vouloir travailler dans ces conditions avec Faurecia. L'avenir de Pierre Lévy, à la tête de l'équipementier français, est donc fortement compromis. La sécheresse, elle s'étend aujourd'hui sur presque la moitié du pays. Dans 35 départements, vous le voyez, la situation est considérée comme préoccupante. Ils sont en rouge sur la carte. Et 49 départements ont pris des mesures de restriction d'eau, notamment pour l'arrosage et l'irrigation. Selon l'Union des consommateurs, l'agriculture française ne sait pas bien gérer les ressources en eau. Les cultures sont de plus en plus irriguées. Vérification dans une exploitation agricole au sud de Toulouse, à Saint-Hilaire. Emmanuel Lambert et Dominique Bresse. Nous sommes à Saint-Hilaire, 30 km au sud de Toulouse. Ici, Alfred Singès est en lutte perpétuelle contre les éléments. Beaucoup de soleil, un sol sec et surtout très peu d'eau. Pour ce producteur de maïs, cette ressource est vitale. Dans des régions comme les nôtres, s'il n'y a pas d'irrigation, s'il n'y a pas d'aide à la culture, il n'y a pas d'agriculture. Et on verra très vite toutes ces régions désertiques parce que le choix de remplacement n'existe pas. 80 km de tuyaux, des centaines d'asperceurs. Irriguer ces 200 hectares de maïs lui coûte 600 000 € par an. Mais l'arrosage est maîtrisé selon des règles et des recommandations. Nous avons des outils très performants, qui sont le bilan hydrique, où nous avons une courbe qu'il faut respecter et qu'on adapte en rapport du climat, qui permet de savoir qu'on ne met pas ou trop d'eau ou pas assez d'eau. Si la consommation d'eau en France sur un an tenait dans un verre, c'est la moitié qui serait déversée sur les cultures de l'Hexagone. Selon l'UFC Que Choisir, cette hyper-irrigation est due à l'explosion du nombre de surfaces irriguées depuis 1980. Effectivement, il apparaît que la France a doublé ses surfaces irriguées en 20 ans, alors que dans le monde, les surfaces irriguées ont augmenté de 25%, et dans l'Union européenne, elles ont augmenté aussi de 28%. L'agence de l'eau située à Toulouse conteste cette étude. Certes, il y a plus de terres irriguées en France, mais la situation est stable depuis 10 ans. Ce boom, il a eu lieu dans les années 90. Depuis 10 ans, les surfaces irriguées sont stabilisées en France. Donc c'est un débat d'un autre âge. Source d'inquiétude ou de conflit, l'eau, l'or bleu du 21e siècle, est une question sensible, tout particulièrement en ces temps de canicule et de sécheresse. Au Liban, Israël continue son pilonnage. Les hôpitaux sont débordés dans les zones de bombardement, notamment à Tyr et à Nabatieh. Et pour la première fois, les organisations humanitaires internationales soupçonnent Israël d'utiliser des armes à fragmentation au phosphore dont l'usage est strictement prohibé. Et dans ce chaos, les Libanais s'entraident, quel que soit leur milieu ou leur confession religieuse. Sur place, reportage de nos envoyés spéciaux Loïc de la Mornay et Olivier Robert. Le chant du muezzin répond aux cloches de la basilique.
Tyr est à l'image du Liban, multiconfessionnel. C'est ici que la première église chrétienne au monde a été érigée en l'an 314. Le quartier chrétien a été épargné par les bombardements. L'archevêché vient de recevoir quelques cartons d'aide alimentaire. Ils seront distribués demain en priorité aux musulmans. Dans cette ville, on ne fait pas de différence. On a toujours vécu ensemble. On supporte la guerre ensemble encore. On s'entraide et on est tous des frères et des sœurs. Dans le centre-ville, la majorité chiite, 35 cercueils ont été alignés. Ce sont les corps des blessés graves ramenés des villages alentours et décédés à l'hôpital. On n'a reçu aucune aide extérieure. Il n'y a que les soldats libanais et la population pour nous aider. Il y a encore beaucoup de corps sous les décombres. Cet imam explique qu'on va les enterrer dans une fosse commune et qu'après les hostilités, les familles viendront récupérer les cercueils pour les inhumer dans leur village d'origine. Les autorités libanaises affirment qu'1 millier de corps seraient encore ensevelis sous les décombres. Des chiffres difficiles à vérifier. Isolée, la région de Tyr n'a reçu que très peu d'observateurs étrangers. Avec les navires israéliens au large, les pêcheurs de Tyr ne peuvent plus sortir en mer. Et l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. L'arrivée d'un important cargo de ravitaillement est sans cesse reportée pour raison météo. Il est désormais attendu dimanche soir ou lundi matin. Selon les responsables des affaires humanitaires de l'ONU, il y a déjà 600 victimes civiles au Liban. L'ONU qui a demandé une trêve de 72 heures pour évacuer les blessés et acheminer des médicaments et des vivres dans les zones de conflit. Cette demande de trêve qu'Israël a refusée ce matin, alors que Condoleezza Rice est arrivé en Israël cet après-midi. Gilles Rabin. 18e jour de guerre et l'aide internationale arrive enfin à Beyrouth. Elle vient de France, d'Europe, des États-Unis ou des pays arabes, par mer et par air, et toutes les agences humanitaires du Liban sont mobilisées. Ces réfugiés, qui dorment depuis plusieurs jours dans les parcs de Beyrouth, vont en bénéficier, mais l'aide ne peut pas être distribuée partout, en particulier à ceux qui n'ont pas pu fuir le sud du Liban. Pour eux, l'ONU avait demandé une trêve humanitaire de 72 heures. Elle a été refusée par Israël au motif que le Hezbollah pourrait s'en servir pour regrouper ses forces. Trêve impossible, comme l'est toujours un cessez-le-feu. Pour tenter de débloquer la situation, Condoleezza Rice, le chef de la diplomatie américaine, vient d'arriver à Jérusalem, puis devrait se rendre à Beyrouth. Les frappes, elles, continuent. 60 raids israéliens aujourd'hui sur le Liban Sud et un faubourg chiite de Beyrouth, et le chef du Hezbollah annonce une escalade. Le missile qui a frappé hier à Foula en Israël marque le début d'une nouvelle offensive du Hezbollah. Pour la première fois hier soir, un missile a réussi à frapper une ville de l'intérieur d'Israël, à Foula, bien au-delà de Haïfa, qui marquait jusqu'ici la limite de portée des roquettes du Hezbollah. 89 roquettes Katyusha sont tombées aujourd'hui sur le nord d'Israël, comme ici à Maalot. L'armée israélienne s'est retirée ce matin des positions qu'elle occupait depuis plusieurs jours au sud du Liban, autour de Binjbeil. Épreuve supplémentaire de cette escalade militaire, on apprend à l'instant que Israël bombarde des positions à la frontière libano-syrienne, ce qui laisse mal augurer de la suite. Des manifestations contre l'offensive au Liban ont eu lieu aujourd'hui, notamment à Paris, où plusieurs milliers de personnes ont défilé pour demander un cessez-le-feu immédiat. À Marseille aussi, ils se sont rassemblés, ils étaient 300. Manifestations également aujourd'hui dans le reste du monde, en Australie, en Suisse, contre la guerre au Liban. Demain, pour la première fois depuis 40 ans, les habitants de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre de Mobutu, vont pouvoir élire leur président de la République et leurs députés. Après des années de guerre entre milices qui auraient coûté la vie à 4 millions de personnes. C'est une population terrorisée, rançonnée et violée. Voyez ce reportage de Dominique Derda, Frédéric Guiraud et Sylvain Barral. Des violences qu'elles ont subies, c'est leur regard qui en dit le plus long. Chaque matin, à l'hôpital de Panzi, sur les hauteurs de Bukavu, elles sont des dizaines à venir chercher secours. Une consultation spécialisée qui ne désemplit pas. Toutes, comme cette jeune femme, ont été victimes d'agressions sexuelles commises par des groupes armés. Elle, c'était à la mi-juin. Ils ont pris la femme, ils sont allés jusque dans la forêt cette nuit-là même. Arrivés là-bas, ces quatre-là l'ont violée. L'an dernier, le docteur Mukwege et son équipe ont reçu près de 4000 femmes. Plus d'1 millier d'entre elles ont dû être hospitalisées. Dans la plupart des cas, ceux qui les ont violées n'ont pas simplement, si l'on peut dire, cédé à une pulsion sexuelle. C'est devant leurs maris, leurs enfants qu'ils ont abusé d'elles et leur ont infligé torture et mutilation.
Ce n'est pas des viols habituels ou une violence sexuelle habituelle pour désir. Ça semble bien une stratégie de guerre pour détruire complètement une société. Les auteurs de ces atrocités, tout le monde ici les connaît. Au marché de Cagnola, on ne parle que d'eux, des extrémistes Hutus qui, au Rwanda voisin, en 1994, ont massacré pas moins de 800 000 personnes, des Tutsis en majorité. Depuis, les miliciens se cachent dans les collines alentours. Régulièrement, ils font des razzias dans les villages. Il y a 3 semaines, ils ont égorgé le mari de Claire, abattu son beau-père et un voisin. Ils nous font sortir des maisons. Ils nous attachent. Ils disent qu'ils veulent de l'argent et aussi des filles. Si on ne leur donne pas, ils nous tuent. Des filles, cette nuit-là, ils en ont trouvé 7 et les ont emmenées avec eux. On ne les a jamais revues. On a beau crier, on a beau appeler à l'aide, personne ne vient nous défendre. Le lendemain, quand l'armée finit par arriver, c'est trop tard. Ceux qui nous ont attaqués ont eu le temps de s'enfuir avec leurs prisonnières. Ils ne sont pas bien loin pourtant, les soldats congolais, 2 kilomètres à peine à vol d'oiseau. À les entendre, tout est calme. Rien à signaler, bien sûr, c'est grâce à eux. Chaque fois, nous avons toujours mené des opérations là-bas et puis on les chasse et puis on les tue. Et comment ça se fait qu'ils soient encore là alors? Ah, tu vois, parfois ils viennent, ils quittent ailleurs pour venir renforcer leurs collègues qui sont toujours dans la forêt de Mungaba aussi. De temps à autre, les casques bleus viennent prêter main forte aux troupes gouvernementales. Mais en ce moment, pour l'ONU, la priorité, ce sont les élections à venir, pas la chasse aux criminels de guerre Hutus. Tous les dimanches à Cagnola, le prédicateur fait ça le comble. Livrés à eux-mêmes, les paysans du Sud Kivu se sentent abandonnés de tout. À l'église pentecôtiste au moins, on leur promet le paradis et la vie éternelle. En France, 15 000 scouts et guides se sont retrouvés aujourd'hui au château de Jambeville dans les Yvelines pour leur plus grand rassemblement depuis 9 ans. Première tâche, installer le campement. Les organisateurs ont aussi convié 200 scouts étrangers venus notamment du Proche-Orient et de l'Europe de l'Est. Nicolas Lemarinier et Lionel Langlade. Glisseurs amateurs, experts de la chignole ou pros de la danse africaine, il y a tous les talents chez les scouts. Ce week-end, ils sont 15 000 réunis dans les Yvelines, venus de toute la France et de l'étranger. 1, 2 et 3. En 4 jours, garçons et filles pourront choisir parmi 600 activités, par exemple le pont de singe, un vrai sport de scout. Faut pas avoir le vertige et faut être agile un peu. Touche avec la canne ou les ficelles. On s'amuse et surtout on apprend. Sur ce stand, les jeunes découvrent à travers le jeu les difficultés quotidiennes des non-voyants. Tout à l'heure, ils nous ont montré de l'écriture braille. Alors, on a vu que c'était dur pour eux de lire. Et quand nous-mêmes on a essayé de lire, on a vu que c'était difficile et qu'on avait beaucoup de chance de voir. Nous avons globe en papier mâché, nous avons handi-foot, nous avons... Le Jamboree 2006 est le plus important rassemblement scout depuis 9 ans. Ce sont les 1200 responsables des groupes locaux qui ont imaginé les activités pour les enfants. Le message qu'on veut leur faire passer, c'est « Tu as des talents, viens avec et accepte de recevoir les talents des autres ». Le rassemblement ne serait pas un vrai rassemblement sans la veillée, bien sûr. On chante, on discute. Chaque nuit, les scouts pourront dialoguer avec les jeunes d'autres horizons. C'est aussi le but du Jamboree depuis bientôt un siècle. En Alsace, ce sont des cavaliers qui se sont donné rendez-vous, un millier de chevaux montés ou attelés pour le traditionnel rassemblement des amateurs de cheval et de nature. Et dans ce brouhaha de hennissement, notre équipe, Dominique Chimbakala et Nicolas Frener. D'habitude, c'est le modèle même de la petite ville d'Alsace. Des maisons à colombages, des rues piétonnes bien propres. Mais aujourd'hui, rassemblement équestre oblige, Saverne est le point de rencontre de près d'1 millier de cavaliers européens. Certains sont même venus de Hollande. On a fait plus que 140 km. Et on est arrivé hier, ici à Saverne, et on a terminé le dernier 10 km ici. La plupart des cavaliers ont fait des centaines de kilomètres à cheval avant d'arriver ici. Car ce rassemblement est aussi l'occasion de visiter la région, ses monuments, comme ce château érigé au XIIe siècle pour surveiller les accès à la plaine d'Alsace et qui nous offre un formidable retour dans l'histoire.
On se sent un peu au Moyen-Âge, quoi. On se voit arriver chevalier sur le château, avec le cheval, tout ça. Et puis on se dit, ah, les gens, ils arrivaient comme ça, quoi. Les gens, ils vivaient comme ça. On va dans des endroits où on ne peut pas aller autrement qu'à cheval. La promenade qu'on a fait en forêt hier, si vous faites ça à pied, vous allez y passer la journée. Enfin, la journée, la semaine. 65 000 cavaliers possèdent une licence. Les 2/3 sont des femmes de moins de 25 ans. Grâce à la randonnée, l'équitation se démocratise. Les gens ont besoin d'un retour à la nature, un retour aux sources, et le tourisme équestre est une façon agréable, disons, de concilier la nature, la pleine nature, et une activité sportive qui est l'équitation. Quelques applaudissements pour remercier les cavaliers de leur passage et les habitants de leur accueil, jusqu'à demain, jour où chevaux et cavaliers quitteront Saverne. Sur la Côte d'Azur, certaines villas sont entourées de jardins exceptionnels que l'on aperçoit à peine de la route et un tout petit peu de la mer. Ces jardins sont souvent fermés au public mais ouvrent leurs portes exceptionnellement. Exemple à Saint-Jean-Cap-Ferrat, entre autres, dans les jardins de la Villa Rothschild. Anouk Burel et Ziden Berkous. On dit que les jardins ressemblent à ceux qui les font. La baronne Béatrice de Rothschild n'a jamais fait dans la mesure. Derrière ces airs très rose bonbon se cachent des merveilles botaniques, comme autant de secrets plantés dans ces terres depuis 1905. Des allées de cactus, des hectares de jardins français, espagnols, japonais, exotiques. On y passe, on y rêve à l'ombre des temples asiatiques, des statues romantiques. On y embarque comme sur un bateau imaginaire. Quand on regarde bien entre la villa, la loggia nous sommes, et le bout du jardin de la Française, on a l'impression d'être sur la proue d'un bateau, d'un paquebot qui s'avance dans la mer, puisque la mer est omniprésente à gauche et à droite. Les jardins secrets de la Riviera sont parfois bien gardés. À Menton, la Villa Ramet est la perle verte des férus de botanique. Une collection très privée du Muséum d'histoire naturelle, 1400 espèces rares venues du monde entier et 5 botanistes passionnés qui s'en occupent à l'année. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ici? Alors ici, c'est la pleine saison des Victoria. Victoria regia, qui est un grand nymphéa originaire d'Amazonie. Ce sont les gros plateaux à tarte que nous voyons ici à droite et qui peuvent supporter un bébé de 5-6 kilos. Qu'est-ce qu'il a cet arbre? Il est malade? Non, il n'est pas malade du tout. En fait, c'est une protection qu'il a émise sur son tronc pour se protéger sûrement des singes, pour qu'il évite de se faire grimper dessus. Et donc c'est un coryzia, Coryzia speciosa qui vient du Brésil. Plus loin dans les terres, perchées sur une montagne, se cachent d'autres trésors. Une terrasse à l'italienne signée Le Nôtre, le jardinier de Versailles. Comme un jardin au buis dormant, à l'ombre des lumières de la Riviera. Au championnat d'Europe de natation en Hongrie, médaille d'or et médaille de bronze pour 2 Français dans une épreuve marathon, 25 km en eau libre. Ça se passait sur le lac Balaton. Christophe Duchiron et Frédéric Bazille étaient sur les rives. À l'heure du podium, un franc sourire enchantait le visage de Gilles Rondy, qui avait triomphé des forçats de la nage. Stéphane Gomez, médaille de bronze. Pour un peu au lac Balaton, les Français étaient chez eux, un peu comme s'ils avaient nagé dans la piscine de leur jardin, sauf que là, ils sortaient de l'eau du lac après une demi-journée de natation, une course de dingue. À 10h15 ce matin, un petit peloton s'élance dans l'épreuve reine de la natation en eau libre, le 25 km, qui mobilise à longueur de temps le corps et l'esprit des nageurs. Sous un soleil de plomb et une eau à 27 degrés, le touriste hongrois est au zénith de son bonheur. Le nageur est au maximum de l'effort et de la concentration, surtout quand arrive le moment du ravitaillement tous les quarts d'heure environ. L'entraîneur tend une perche et au bout de la perche, une boisson énergétique avalée en 4e vitesse. Après 3 heures de course, un Italien souffre d'une crampe. Son entraîneur l'a récupéré à bord. Il faudra une piqûre pour le calmer et quelques minutes de souffrance avant de retrouver ses esprits. Depuis le départ, jamais les Français n'ont quitté le devant de la scène. L'arrivée approche, 5 échappés parmi eux 3 Français. Un dernier coup pour la route et c'est l'heure du sprint final. Après 5h10 de course, après l'infiniment long de l'effort, c'est l'infiniment petit qui va départager les 3 premiers qui se tiennent en 2 secondes. Les ressources physiques, on les trouve dans la tête. Donc là, après, c'est tout essayer de se dire, quand on est à 100 mètres de l'arrivée, qu'on peut être champion d'Europe, de toute façon, on les retrouve les physiques. On retrouve les ressources. Peut-être n'y a-t-il aucun rapport, mais après plus de 5 heures à nager comme des poissons dans l'eau,
Les Français sont sortis du lac, frais comme des gardons. En football, le PSG affronte demain l'Olympique lyonnais pour le trophée des champions. Face au quintuple champion de France, le PSG pourra compter sur son nouveau gardien, Michael Landreau, le 3e gardien des Bleus. Portrait Romain Messi et Sylvain Daubat. L'effervescence autour d'un seul homme. Michael Landreau étrenne ses nouvelles couleurs et sa nouvelle célébrité. Premier match amical avec Paris. Le ton est donné. Mika, putain, on dirait le maillot de Barthez, change-le s'il te plaît. Merci. C'est toi qui dis Paris, t'es pas Marseille, Mika, putain. Nouveau maillot, nouvelle équipe, premier but encaissé. Michael Landreau est le nouveau gardien du Paris Saint-Germain, un événement dans le football français. En mai dernier, Landreau quittait Nantes, les larmes aux yeux et avec l'ovation du public, après 12 années passées dans le club de ses débuts. Sa nouvelle famille, ce sera Paris, pourtant plus connu ces dernières années pour ses crises à répétition que pour ses trophées. Moi, ce qui m'importe, c'est pas de savoir ce qui s'est entre guillemets passé avant, c'est ce qu'on va faire maintenant et c'est ce qu'on va faire avec les joueurs qui sont là. Moi, je suis venu dans un état d'esprit hyper positif et en ayant envie de vivre cette aventure à Paris. Paris qui doit aussi lui servir à conquérir l'équipe de France. Gardien numéro 3 lors de la Coupe du Monde, Landreau vise aujourd'hui plus haut. Dire aujourd'hui je veux être numéro 1, non, c'est pas ça. Il va y avoir une progression, une évolution, mais à chaque moment je me sens un peu plus prêt et je me prépare aussi pour ça. À l'entraînement du PSG, Michael Landreau est souriant et déjà bien intégré. Pourvu que ça dure, il sait que son avenir passe par des victoires pour satisfaire un parc en furie. Bienvenue à Paris. Et Lyon-PSG, ce sera en direct sur France 2 demain après-midi. La Fondation Macte à Saint-Paul-de-Vence propose cet été une exposition originale consacrée au noir. Une couleur qui pour certains n'en est pas une, mais qui sous-tend une bonne partie de l'art du XXe siècle français. L'occasion aussi de voir que le noir est une couleur mythique. Isabelle Bechler et Didier Dahan. Le noir comme un refus de la lumière, comme l'antidote du blanc ou de la couleur, comme un éclat d'encre. Ou noir comme regardez donc la noirceur du monde. Les impressionnistes l'avaient banni de leur palette, le XXe siècle lui a fait tapis rouge. Quand il est satiné ou brillant, là il a un effet miroir et là le bleu rentre dedans, le rouge. S'il y a un environnement coloré, on retrouve les couleurs dans le noir. Qui mieux que Soulages apparaît le noir de toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Emprunts et reflets se délectent de la matière de ses toiles. Pour d'autres, le noir était une manière de tourner le dos aux enseignements académiques. J'utilisais le goudron qui était noir parce que c'est une matière qui restait vivante. C'était une manière de partir de cette sorte de ténèbres en quelque sorte pour trouver de nouvelles solutions. Le noir du goudron et du pétrole est une gangue qui étouffe la nature et les hydrocarbures viennent obséder les artistes, haut et fort. Le noir peut être sombre en effet, mais il peut être aussi extrêmement éclatant. Il est associé souvent au fait de broyer du noir et d'être triste, mais il est aussi, lorsqu'on écrit, lorsqu'on peint avec beaucoup d'énergie, il peut être associé à beaucoup de clarté, parce qu'il souligne le blanc, le noir. Et dans le jardin, Calder enjambe la pelouse de son stabile noir. Tous les noirs, comme tous les goûts, sont dans la nature. Et hier soir à Paris, c'était d'autres dieux du stade qui n'ont pas déçu, toujours survoltés et plus que jamais rock. Les Rolling Stones ont conquis un public qui leur était acquis d'avance. Olivier Lenuzza et Jean-Louis Melin. C'était d'enfer les gars, d'enfer. Le plus grand groupe du monde, c'est génial. J'ai vu Johnny, j'ai vu Michael Jackson. Johnny doit arriver ici, Michael Jackson en dessous du talon, planétaire, la classe, exceptionnelle.
la classe. Cela valait bien une longue attente, espérée le 3 juin à Paris. Oh, c'est un plaisir d'être de retour au Stade de France. Hein? Les Rolling Stones sont arrivés avec 55 jours de retard dans un stade où ils n'avaient pas joué depuis 8 ans. Mieux vaut tard que jamais, hein? Tellement mûrs les Stones que Keith Richards est tombé d'un cocotier. Mais Keith est indéracinable, solide comme un roc, and roll. « 21h25 retentit Jumping Jack Flash. En route pour 2 heures d'un show très chaud devant 89 000 spectateurs. C'est bien hein, pour des mecs de 60 ans qui chantent comme ça. Mais 63 ans, madame, vous imaginez un petit peu si mon mari est comme ça, 63 ans, je me dis... On a crié et puis à la fin on a bien voulu qu'ils reviennent, mais bon, il y avait beau crier, ils revenaient pas. Mais ils reviendront à Nice le 8 août pour réchauffer la Côte d'Azur avec un bon vieux rock, enfin vieux. Quand on est jeune, c'est éternel, comme les Stones. Ainsi se termine ce journal, merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo, Valérie Alexandre, 20h Fort Boyard avec Olivier Mine et Anne-Gaëlle Rico. Excellente soirée sur France 2, je vous retrouve demain à 13h. Bonsoir.